C'est vous, Françoise Benamou, qui enchaînez. Merci. Alors, bon, quelques remarques dans toutes celles que je voulais faire. La première, pour revenir à l'introduction qui a été faite par Luc Besson au départ, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a parlé du numérique d'une manière tout à fait particulière, qui était celle de la crainte du piratage qui, évidemment, envahit toutes les industries culturelles, et peut-être pas sous l'angle, il n'en a pas eu l'occasion, de ce que le numérique apporte en termes de gains de productivité et d'amélioration des processus, c'est-à-dire la caméra numérique, les salles équipées en numérique, etc. Et puis aussi se couvre le numérique en termes de renaissance de films qui peuvent être oubliés et qui trouvent une nouvelle vie sur le net. Donc on voit qu'on peut avoir des rapports extrêmement contrastés avec le numérique, et les business models, ils vont devoir prendre en compte l'ensemble de ces éléments. Deuxième remarque, on voit que le numérique impacte des secteurs extrêmement différents, bien entendu ceux de la culture et de l'information, ceux de la recherche, de l'industrie du savoir et de l'éducation, du point de vue à la fois des équipements et des contenus, des ressources pédagogiques, ceux du commerce, on l'a vu, du transport, du tourisme, du voyage, mais aussi la création d'activités nouvelles qui ne sont pas nécessairement marchandes du côté du Web 2, et des activités d'ingénieurs, logiciels, matériels, etc. Ça veut dire qu'on va avoir des business models extrêmement variés, et on est loin dans tout ce paysage du constat étonné de Robert Solow d'il y a quelques années sur où sont passés les gains de productivité. Là, on les voit dans le domaine du numérique, et des gains de productivité, mais aussi la transformation, bien entendu, des modèles et une nouvelle cartographie des compétences mondiales. J'en donnerai un exemple. J'ai travaillé récemment sur le livre numérique, et ce qui est extrêmement frappant, c'est de voir par exemple que du côté des matériels, les compétences, elles sont essentiellement asiatiques et américaines. Pourtant, on avait par exemple sur le Kindle d'Amazon, c'est une technologie française au départ, enfin d'ingénieurs français, mais qui finalement trouve sa pleine dimension industrielle aux États-Unis sous forme d'une technologie américaine. Et dans le domaine des contenus, de même, on va avoir tout un travail sur l'enrichissement des textes, les nouvelles fonctionnalités qui peuvent être liées à ce livre numérique, qui implique là aussi de nouveaux modèles, pour des industries, en tout cas celles qui n'entrent pas de manière nouvelle dans ces métiers, ces industries qu'on a qualifiées tout à l'heure d'aristocratiques, des industries qui n'ont pas nécessairement la culture de la recherche-développement et qui donc n'investissent pas nécessairement dans l'innovation et la subissent pour partie, en tout cas pour une grande partie d'entre elles. Alors, deuxième grande remarque, si on revient sur les caractéristiques économiques du numérique qui vont être celles qui sont sous-jacentes à ces business models, il faut rappeler, bien entendu, que le numérique, ça veut dire l'abolition de la distance et la réduction du temps des échanges, donc un facteur de globalisation qui est considérable. Ça veut dire aussi des externalités de réseau qui permettent, bien sûr, que la valeur des réseaux augmente avec le nombre de leurs utilisateurs, et qu'on va retrouver aussi sur les matériels. On a vu, par exemple, Amazon avoir une politique extrêmement déterminée pour essayer d'arracher, en quelque sorte, le marché du livre numérique avant qu'Apple entre avec son iPad. Une économie aussi de l'attention, où donc la valeur, l'enjeu de la valorisation, c'est la prédation des attentions. Alors, à partir de là, on peut dessiner évidemment toutes sortes de cas de figure en ce qui concerne les business models. Les premiers cas de figure, ce sont ceux des pure players qui inventent des modèles qui sont directement ancrés sur des compétences numériques. Dans le domaine du livre, on en a peu encore. On en a évidemment dans le domaine de la musique qui sont arrivés, je pense à Spotify, mais aussi, bien entendu, dans le secteur du voyage et bien d'autres, à l'opposé des entreprises qui vont tenter de composer avec le numérique comme une activité additionnelle, avec la méfiance par rapport à un marché qui cannibalise l'ancien, et puis enfin des modèles innovants. Alors tout ça, on l'a vu, c'est très intéressant de le regarder dans le domaine de la musique, où il faut rappeler que le secteur musical a perdu 50% de son chiffre d'affaires en 6 ans, et avec des majors qui étaient réticents à changer de modèle, et qui vont essayer de se diversifier, mais de manière plutôt du côté du spectacle, etc. De nouveaux entrants qui ont, eux, des modèles alors, complètement nouveaux de streaming, etc. Et puis la recherche de nouveaux modèles avec des formules premium, comme on a trouvé dans le transport aérien, etc. Alors, quelles leçons en tirer pour aller très vite? D'abord, le numérique, ça veut dire des compétences nouvelles, non seulement dans les métiers directement numériques, mais aussi sur l'ensemble des entreprises, et c'est peut-être ce que les entreprises de l'information
et de la culture n'ont pas toujours compris. C'est une technologie générique, comme dit Paul David, c'est-à-dire qui impacte l'ensemble des métiers. Deuxièmement, le numérique implique la recherche de nouvelles formes de financement. Il faut noter l'effondrement, disons-le, du consentement à payer sur certains marchés, et en même temps le transfert de la valeur vers d'autres secteurs, que ce soit vers les secteurs qui sont vendeurs d'abonnements ou de matériel, et qui peuvent, en certains cas, avoir des comportements de passagers clandestins. Il faut donc essayer de faire remonter la valeur vers les créateurs, les producteurs et les financeurs de la création de contenu. Rechercher de la publicité, c'est bien joli, mais dans un contexte où le volume et le taux de croissance de l'investissement publicitaire ne sauraient couvrir les besoins générés par l'extension de l'Internet, c'est une évidence. Alors, en conclusion, je ferai très rapidement peut-être 6 petites remarques. Le numérique permet, au niveau de l'entreprise comme à d'autres niveaux, le dépassement d'une tension qui est extrêmement importante entre les questions de conservation et de diffusion, que ce soit dans le domaine du patrimoine ou des archives. Le numérique, c'est aussi le dépassement du clivage entre la consommation et la production. On voit bien qu'il y a aujourd'hui un cercle vertueux, en quelque sorte, de la production de savoir partagé. C'est l'exemple du logiciel libre. C'est aussi le dépassement, en nombre de cas, de la non-profitabilité des petites séries, avec l'hypothèse qu'on a appelée de la longue traîne, c'est-à-dire la possibilité pour les petites séries de rassembler des publics virtuels, de les rassembler, virtuellement alors qu'ils sont dispersés géographiquement, et d'atteindre ainsi le point mort qui permet d'amortir ces produits. Le numérique, c'est aussi une chance de développer un nouveau lectorat là où il stagnait, non seulement dans les pays européens, mais dans bien d'autres. Et c'est une chance aussi d'innover en termes pédagogiques et même de démocratisation des contenus et des savoirs. Il y a des travaux extrêmement intéressants d'Esther Duflo qui montrent comment les technologies pédagogiques numériques ont permis en Inde de lutter contre l'illettrisme, là où on piétinait depuis des années. Et enfin, dernier point, bien entendu, qui a été soulevé par Anne d'entrée de jeu, c'est l'importance des nouvelles formes de régulation qu'appelle le numérique. J'en donnerai juste un exemple. Les produits numériques, ce ne sont plus seulement des biens. Par exemple, un livre numérique, ça n'est plus un bien, ça devient un service. Devenant un service, il a droit à une fiscalité qui est celle des services, c'est-à-dire la fiscalité plein pot, lorsque le livre numérique a droit à une fiscalité réduite. Et on voit bien donc là deux mondes qui se heurtent, alors que pourtant, au bout du compte, on parle un petit peu des mêmes contenus, d'où une question extrêmement importante sur la manière dont on doit repenser les régulations à l'ère du numérique. Merci. Je me tourne vers Carlo Dazzaro-Biondo. Pour ce qui est du numérique, vous incarnez un petit peu à cette tribune l'homme par qui la nouveauté nous arrive, ou en tout cas devient possible, l'homme qui peut éveiller à la fois bien des espoirs, faire naître des appétits, mais aussi beaucoup de craintes, voire des résistances. Alors dites-nous comment vous les voyez, ces nouveaux business models. Est-ce que c'est du gratuit qui n'est pas donné, ou autre chose? Actionnez, s'il vous plaît, votre moteur de recherche. Je pense que le débat de la gratuité est un faux débat. Ça fait une question de chaîne de valeur. Je vais essayer de répondre à ça, mais la gratuité n'existe pas. Quelqu'un paye toujours. Et on essaie tous, on a toujours tendance de décharger le fardeau sur quelqu'un d'autre. Mais la réalité, c'est que la gratuité n'existe pas. Non, je voulais parler un peu d'Internet. Et je voulais essayer de vous donner un peu la vision que je peux avoir. Je suis chez Google depuis pas très longtemps, depuis 1 an. Avant, j'étais dans les médias. Et donc, j'ai une vision un peu interne-externe de Google, qui, je pense, peut être assez intéressante. La première chose, je voudrais revenir aux 3 termes qu'on a utilisés avant, qui sont business model. Qui dit business model dit relation entre coûts et revenus. Et moi, je voudrais vous dire très rapidement comment les revenus changent dans le monde d'Internet et comment les coûts changent pour les entreprises. Et donc, quels sont les nouveaux équilibres qui peuvent se mettre en place, en restant strictement sur la relation entre coûts et revenus, le business model. Du point de vue des revenus, le premier grand changement qu'a fait l'Internet et Google en particulier, c'est que ça a permis à des gens, surtout des petites et moyennes entreprises, d'avoir accès à la communication et à l'information d'une manière dont ils ne l'avaient pas avant. Je vous donne un exemple pratique. Je suis à un hôtel à Aix-en-Provence. Si je vends une chambre si je sais que je fais 20 € de bénéfice quand je vends une chambre, je peux aller acheter sur Google le mot-clé hôtel à Aix et me dire, tant que, en moyenne, toutes les 20 personnes qui viennent sur mon site, il y en a une qui achète, je peux donc payer le mot-clé 1 €. Donc la relation devient une relation claire,
dans laquelle les gens disent « je ne paye que pour ce que j'utilise, chaque euro est utilisé, et je peux payer avec des tout petits tickets ». Donc la plupart des clients de Google, et là je détruis un mythe, sont des petites et moyennes entreprises qui achètent des tickets de 10, 15, 20, 50, 100 euros, qui achètent les quantités de trafic dont ils ont besoin pour ce qu'ils veulent faire, et qui ont accès à travers ça au monde entier. La création d'emplois que ça fait est énorme. Je ne partage pas le point de vue, avec respect, mais qui était dit cet après-midi par Patrick Arthuis, que l'Internet crée peu d'emplois. Oui, je pense que l'Internet crée non seulement de nouveaux emplois dont je vais parler, mais soutient les PME. Et quand on est en France, en Italie ou dans les pays que je gère, le soutien des PME est le premier soutien qu'on peut faire pour l'emploi. Car nous n'avons pas d'entreprise de la taille d'entreprise américaine, anglaise ou hollandaise. Et donc, si on ne soutient pas les PME, on se tire dans le pied. Ce soutien des PME est fait en leur permettant d'avoir accès à une plateforme mondiale tout en étant locaux. Je vais prendre un exemple italien et un exemple français. Grande étape française, société familiale, propose des services d'hébergement et de restauration de luxe. Elle a grandi énormément dans le monde entier en achetant des mots-clés sans devoir créer des filiales dans le monde entier et avec une structure de coût variable. Un exemple que j'adore, c'est une boîte de baignoires dans le Jura qui n'arrivait plus à vendre ses baignoires, ou un opérateur de jouets en Alsace qui n'arrivait plus à vendre ses jouets, qui dit j'achète des mots-clés et je vendrai mes jouets en bois en Russie, en Chine ou autre part, sans même y aller. Soutenir les PME est fondamental, c'est la majeure partie du travail que nous faisons chez Google. Pour détruire un autre mythe, quand je prends les 50 plus grandes entreprises de France, le budget que les entreprises mettent sur Google est entre 0,5 et 2% de leur budget média total. Ce n'est pas nous qui avons pris le budget de la presse. Deuxième élément important, parce que les PME ne peuvent pas acheter sur la presse, car elles ne peuvent pas se permettre 6 000 € de ticket d'entrée. Et elles ne peuvent pas dépenser l'argent en disant le 50% de ce que je dépense, je ne sais pas s'il me rapporte ou pas. Je termine. Deux autres exemples. Le nouveau modèle économique des fournisseurs de contenu. Une révolution, ça prend du temps. La technologie arrive, les contenus, les gens commencent à l'utiliser. Avant de comprendre comment faire un modèle, il faut réfléchir et ça prend du temps. Maintenant que ce soit clair, la gratuité n'est pas un choix définitif sur Internet pour les fournisseurs de contenu. Et Google est totalement agnostique par rapport à ça. Nous avons mis en place des mécanismes qui permettent aux opérateurs de faire du payant. Nous essayons de proposer des plateformes payantes pour qu'on fasse du micro-paiement. Un des peu de pays où les opérateurs n'ont pas voulu travailler avec nous en essai est la France. Les Allemands, les Anglais, les Américains le font, même les Espagnols. La France a préféré ne pas le faire. Je rappelle, en faisant ici une polémique, quand j'étais dans la presse, je me suis beaucoup battu pour qu'on mette en place un système de micro-paiement, en disant le problème, c'est que le micro-paiement suppose une collaboration. Si je veux acheter aujourd'hui un article du Figaro, pour faire un exemple, avec 0,30, si je ne rachète pas au Figaro tous les jours, ils ne peuvent pas me facturer ce truc-là. Donc il faut collaborer entre opérateurs. Si nos opérateurs, un peu les vieilles entreprises aristocrates, qui ont une taille et une importance, ont des difficultés à voir leur business model changer, ce qui se passe malheureusement, c'est qu'ils ne collaborent pas avec d'autres. Et donc il n'y a pas de système de paiement. Mais ces systèmes sont possibles et faisables. Je rappelle, en passant par là, que Google distribue un tiers de son chiffre d'affaires à des opérateurs de contenu. Et que c'est ça qui a fait la croissance. Un modèle, vous allez rire, mais c'est un modèle qu'on peut appeler pousseur de croissance à l'extérieur. Je dirais presque un modèle altruiste dans notre sens, que ça crée cette croissance. C'est pour ça que les gens ont envie de nous aider à grandir. On n'est pas grandi par miracle, parce qu'il y avait une raison spécifique. Dernier élément, la structure de coût. Je termine tout de suite. La structure de coût, ce qui est important, c'est qu'elle change complètement. Je vais prendre deux secteurs et deux exemples. Le secteur de la presse avait une structure de coût jusqu'aujourd'hui qui était 70% était dépensé pour la partie physique et l'acheminement du produit. Et pour les journalistes, on dépensait 10, 15, 20%. Les nouveaux opérateurs qui opèrent sur Internet, qui ne sont pas tous des saltimbanques voleurs, comme on nous le raconte souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la plus grande partie de leur argent dans ce qui a de la valeur. Le journaliste, parce qu'ils n'ont plus besoin d'imprimer le journal et ils n'ont plus besoin de l'acheminer. Alors je comprends qu'on ne les aime pas, parce qu'évidemment, quand on est fort et puissant, c'est de nouvelles personnes, mais en réalité, beaucoup d'entre eux amènent la même valeur qui était avant. Et la taille qu'a l'Internet aujourd'hui, la dimension que ça a pris. Pour vous donner un exemple, je prends l'exemple de YouTube, quand on a autant de visiteurs uniques, autant de gens qui regardent tous les soirs quelque chose que TF1, on commence à avoir un poids relatif important. L'Internet est arrivé à cette taille-là. L'âge adolescent, petit, où ça va dans tous les sens, c'est fini. Aujourd'hui, on est dans l'âge adulte de l'Internet. Les chiffres permettent d'être stables, de construire des modèles. Quand on voit ça et on sait que les structures de coûts changent, je suis très optimiste. Je pense que ceux qui accepteront la nouvelle structure de coûts s'en sortiront très très bien.
Et je pense qu'en France, on a une chance énorme, on a une économie variée de PME dans plein de secteurs qui ont une énorme possibilité de faire partie du monde si elles acceptent les contraintes de business model nouvelles que ça comporte. La migration de business model est dure pour ceux qui étaient sur le vieux modèle, mais pour ceux qui partent du nouveau, c'est facile, et ceux qui sont sur le vieux passeront vers le nouveau modèle et en auront les avantages et les structures. Donc je suis très optimiste sur le futur de l'économie française, si on se rappelle et on s'en souvient qu'on est une économie de PME et qu'il faut soutenir la globalisation et que ce n'est pas en refusant l'arrivée des nouvelles technologies qu'on s'en sortira, mais c'est en acceptant les contraintes de business model, mais aussi les avantages de business model qui comportent. Voilà. Merci. On va continuer à positiver. Avant l'Eldorado, pour y aller, il y a souvent une révolution. C'est votre affaire, Philippe Bourguignon, en tout cas votre raison sociale aux États-Unis. Qu'est-ce que vous y faites et en quoi vos business models, d'une certaine façon, sont-ils révélateurs de la nouvelle croissance que nous cherchons? D'abord, là, on va faire de la vraie microéconomie. On ne va pas faire de la macro comme depuis 2 jours. Et je voulais faire un lien avec un certain nombre de discussions qui ont eu lieu hier et surtout ce matin sur 2 thèmes. D'abord, il y avait une question sur la jeunesse des entrepreneurs. En ce qui me concerne, j'ai recommencé à zéro il y a 4 ans. J'ai 62 ans aujourd'hui. Et je l'ai fait parce que, après avoir cherché à lever des capitaux en France sans succès, un monsieur qui s'appelle Steve Case m'a donné 500 millions de dollars pour démarrer cette affaire. Donc, ça me lie à la deuxième phénomène, c'est qu'effectivement, il faudrait que l'on ait en France plus d'entrepreneurs ou de gens qui vous font confiance, comme Steve Case, au passage. Non, mais ça, en tout cas, ça aide. Voilà. 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 Bien déjà. Voilà, alors, maintenant, que faisons-nous? Si vous voulez, ce que nous faisons part d'un constat que j'ai effectué et que Steve Case avait bien sûr effectué lui-même, c'est que les grandes entreprises qui connaissent un certain succès ont du mal à adopter des technologies nouvelles qui sont ce que l'on appelle aux États-Unis disruptives. Je m'excuse, j'ai grand plaisir à parler français, ça ne m'arrive pas souvent. Il y a des mots que je n'ai pas trouvés. On m'a dit que c'était disruptif, je ne suis pas très sûr, oui. Voilà, donc des modèles disruptifs. Et je vais vous en donner un exemple personnel, puisque maintenant je peux en parler de manière beaucoup plus officielle. C'est le Club Méditerranée. Le Club Méditerranée, le modèle économique du club, je crois que c'est une très belle illustration de ce que l'on va dire. Le modèle économique du club reposait sur 3 fondamentaux. Ne pas payer le terrain, c'était le génie de Gilbert Trigano. Deuxièmement, une politique sociale primaire, puisqu'il y avait, quand je suis arrivé, sur 20 000 employés, il y en avait 10 000 au noir. Donc, un coût de main-d'œuvre relativement faible et des montages fiscaux très appropriés. Malheureusement, quand vous êtes en 2000, coté en bourse, etc., ça ne marche plus. Et une fois que vous avez converti les modèles sociaux, que vous payez vos terrains comme tous les autres, et que les modèles fiscaux s'évaporent, vous êtes obligé de changer de modèle. J'ai voulu le faire en retirant le club de la bourse, et c'est ce qui m'a valu d'avoir à quitter le club. Voilà, donc je résume. J'avais des idées sur ce qu'il fallait faire au club, et ces idées, je les mets en œuvre maintenant avec Steve Case. Alors, quelles étaient ces idées? Quelques trends que l'on considère de fond. Le premier, c'est que les gens en vacances, dans le temps, à l'époque où le club a été créé, allaient en vacances ou cherchaient à se reposer le corps parce que leur corps était fatigué. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on est stressé. Et le stress vous mange tout, y compris votre intelligence. Et donc, en vacances, vous avez besoin d'endroits dans lesquels vous retrouvez des formes de spiritualité et dans lesquels vous pouvez vous retrouver face à vous-même. Ça, c'est le premier concept que nous avons lancé qui s'appelle Miraval, dont je vous parlerai dans un instant. Première grosse évolution. Deuxième grosse évolution, c'est dans le domaine de la valeur. Dans le domaine de la valeur, de plus en plus, les individus et les consommateurs recherchent à acheter ce qui est nécessaire. Et on le voit bien évidemment encore plus avec la crise. Donc, le superflu, je m'adresse en particulier à vous, là,
le superflu est en train de disparaître. Et les jolies femmes qui sont dans cette salle préfèrent acheter un flacon de produits cosmétiques qui soit peut-être moins luxueux, mais où il y ait moins de verre et plus de crème. Je résume. Et tout est comme ça. Alors, dans le domaine de l'hôtellerie, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans l'hôtellerie de luxe, maintenant, il y a des compositions florales dans les halls d'hôtel absolument extraordinaires et qui coûtent des milliers et des milliers d'euros par semaine. Mais on vous fait payer le Wi-Fi dans votre chambre que vous avez payé 700 $, on vous fait payer le Wi-Fi 20 $ par nuit. Eh bien, les gens n'en veulent plus. Donc, il y a à créer des nouveaux modèles hôteliers. C'est ce que nous avons fait avec Exclusive Resort, dont je vais vous parler dans un instant. Ensuite, bon, je ne vais pas vous faire toutes les sociétés, nous en avons un certain nombre, mais celles-ci sont intéressantes. Bon, ensuite, la définition du luxe est en train de changer aussi, en particulier d'ailleurs avec l'Internet, puisqu'aujourd'hui, les gens peuvent tout savoir sur tout. Donc, si vous voulez, la définition du luxe, qui était jusque-là le monopole du guide Michelin, maintenant, chacun fait sa propre définition de ce qui, pour lui, est le luxe. Et le luxe est une chose personnalisée. C'est ce que nous faisons également avec Exclusive Resort. Je regarde le temps. Et enfin, sur on va dire, les facilités et la facilité d'accès aux choses, dans le domaine de la voiture et des transports, il y a effectivement, dans les villes dans lesquelles le parking est extrêmement cher, dans lesquelles les transports en commun sont très présents, etc., il y a des nouvelles formules de ce qu'on appelle car sharing, qui reposent sur des formules de partage. Et c'est ce que nous avons fait également avec une troisième société qui s'appelle Zipcar. Donc je m'arrêterai à ces trois pour vous donner des trois exemples. Je commence avec Zipcar. Zipcar, c'est très simple. Aujourd'hui, nous sommes leader mondial du car sharing. Nous avons une flotte de 15 000 voitures. Nous sommes dans 30 villes, 25 universités américaines, en Europe, à Londres et à Barcelone. Je vous le fais sur iPhone. Bon, malheureusement, vous ne verrez pas bien de loin. Mais voilà, ça vous localise. Il y a votre carte, elle va arriver. Ça met un petit peu de temps ici. Et ça vous localise. Vous avez la carte de la ville. Vous avez un Z à chaque endroit où il y a la voiture. Et vous cliquez sur le Z. En 2 clics, vous allez louer la voiture. Voilà la carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Bon, vous appuyez sur le Z. Et une fois que vous avez réservé votre voiture, 2 clics, 8 $ de l'heure. Il y a une voiture à peu près à 5 minutes de quel que soit l'endroit où vous êtes, à New York, à Washington, à Philadelphie, à San Francisco ou à Chicago. Et après, vous arrivez à la voiture, vous avez votre bip, et je vais vous faire du bruit. Ça ne le fait pas. Bon, bip, voilà. Et votre voiture est ouverte, vous démarrez, vous la ramenez au même endroit, le nombre d'heures après, et c'est fini. Voilà, ça s'appelle le car sharing. Gros succès. 30% de croissance par an. La société va être cotée en bourse au Nasdaq au mois de septembre et connaît un développement énorme. Nous avons aujourd'hui 3 millions d'utilisateurs. Voilà un premier modèle. Alors, bien évidemment, c'est ni Hertz, ni Enterprise, ni Europcar qui pouvaient lancer ce modèle. Pourquoi ? Parce que ça cannibalise leur métier existant. Voilà. Donc, c'est le premier exemple. Alors, deuxième exemple hôtelier. Définition du luxe, si vous voulez, aujourd'hui, les gens je parle de vacances de haut de gamme, les gens ne veulent pas avoir 2 chambres communicantes, que leurs enfants doivent nettoyer leurs pieds avant de rentrer dans la chambre, et que le soir, ils sont obligés d'aller au restaurant avec des majordomes en gants blancs qui leur servent des dîners qui prennent 2 heures. Donc nous, notre formule, c'est nous groupons 20 maisons sur un site. Il n'y a aucun service généraux, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de hall d'hôtel, il n'y a pas de fleurs dans le hall. Et dans la maison, vous décidez de l'heure à laquelle le housekeeping vient faire votre ménage. C'est vous qui décidez, non pas l'hôtel. Et deuxièmement, pour vos repas, soit vous faites remplir votre frigidaire, vous faites vous-même la cuisine, soit vous avez un chef qui vient faire votre petit déjeuner, votre déjeuner ou votre dîner. Avec les économies que vous faites de l'absence de services généraux, très fondamentaux, vous offrez un service qui est incomparablement supérieur et vous offrez aux gens, en fait, ce qu'ils veulent en vacances, qui est chez eux avec leur propre définition du confort. Voilà pour Exclusive Resort. Le modèle financier est également très intéressant puisque c'est un système de membership comme un club de golf. Donc, vous payez un droit d'entrée et après, vous payez des honoraires annuels. Les honoraires annuels sont payés au début de l'année.
Ce qui fait que l'occupation de nos hôtels, de nos petits hôtels, est garantie. Nous tournons actuellement, malgré la crise, à 97% d'occupation sur l'ensemble de nos unités. Nous avons 35 unités actuellement réparties entre Hawaï, les Caraïbes, le Canada et Panama. Dernier modèle, c'est Miraval, et je vais être très bref. D'abord, je vous offre, si vous voulez le visiter, la première unité est à Tucson, en Arizona, très bel endroit, et les membres du Cercle des économistes ainsi que les participants auront droit à une réduction s'il bouge prochainement. Alors, c'est un endroit, donc, où vous vous retrouvez avec vous-même, en famille, ou avec des amis, comme vous le souhaitez, et dans lequel vous réapprenez, ou vous apprenez à mieux vous nourrir, vous apprenez à vraiment faire un exercice physique qui en vaut la peine, mais vous vous détendez avec toute une série de programmes de hiking, biking, d'activités, etc. Et toute une série de conseillers qui font en sorte que lorsque vous quittez Miraval, vous quittez différent et vous vivez plus sainement. Voilà. Ma femme qui est ici, depuis que je m'occupe de Miraval, je vais beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Je donne la parole à Pierre Lasserie, qui est le consultant de cette table ronde, pour savoir comment lui-même est impacté dans son métier par les nouveaux business models qui sont notre sujet ce soir, rapidement, puisque les contraintes de temps sont toujours les mêmes, et j'allais dire même sont de plus en plus prégnantes. Rapidement. Alors sur la question des nouveaux business models, eh bien moi je vais vous parler du consulting, qui est le métier de Lowendal Massay et celui que je connais. Il est en pleine évolution et vous allez voir que son évolution est très directement corrélée avec la situation économique très compliquée que nous connaissons, avec le mur de la dette, avec les très faibles perspectives de croissance de la zone euro. Enfin, ça a été largement débattu, expliqué depuis 2 jours. Donc je rentrerai directement dans le vif du sujet. Lowendal Massay, c'est un cabinet de consultants spécialisé en optimisation de coûts et nous avons un modèle économique qui est très singulièrement différent de celui des conseils traditionnels, en ce sens que nous sommes payés sur ce que nous générons comme économie durable et mesurable, et pas du tout en fonction du temps que nous y passons, et encore moins de la taille ou du poids des rapports que nous rendons à nos clients. Il s'agit donc d'un consulting New Age et qui est en réelle rupture par rapport à ce qui est pratiqué dans le domaine du conseil en management plus traditionnel. Alors, voyons un petit peu ça. En tout cas, je vais essayer d'éviter de vous parler de nous, bien que je sois un petit peu décomplexé grâce à Philippe, que je remercie au passage. Luc a dit tout à l'heure que effectivement, nous ne sommes pas des cost killers. On n'aime pas trop se faire appeler comme ça, pour une raison très simple. Un cost killer, ça tue, et nous sommes plutôt chez Lowendal Massay en train de faire jaillir des gisements de cash, des gisements de résultats qui en fait sommeillent dans chacune des entreprises que nous conseillons, et il y en a, c'est notre expérience vraiment du quotidien, énormément. Alors c'est valable dans le domaine des achats, c'est valable dans le domaine de la fiscalité, des charges sociales, du besoin en fonds de roulement. Il y a beaucoup de domaines où des sommes très impressionnantes dorment, et il faut être très clair sur un point, et le préciser par rapport à ce terme de cost killer que nous réfutons. Lowendal Massay ne préconise jamais de licencier qui que ce soit, ça ne fait pas partie des pratiques de la maison, et on ne pratique pas du tout ce qui s'appelle pudiquement la restructuration. Nous sommes au contraire des grands spécialistes, des diplômés de grandes écoles qui, enfin pas moi mais les autres, qui travaillons pour adapter les pratiques de l'entreprise, s'adapter à cette réglementation qui change tout le temps, et justement générer des économies très significatives pour éviter les licenciements. Alors, j'ai bien sûr de nombreux exemples, puisque nous conseillons 2600 entreprises dans le monde, mais il y a celui-là que j'aime bien. C'est une petite entreprise éditrice de jeux vidéo, alors vraiment toute petite par rapport à celle dont on a parlé, qui ne pensait pas être éligible au dispositif largement connu maintenant du crédit impôt recherche, et qui, après qu'on l'ait un petit peu aidé, a reçu un chèque de 1,2 million du Trésor public. Cette entreprise,
qui avait prévu de faire des licenciements compte tenu de la récession, du carnet de commandes en baisse, etc., eh bien, non seulement a annulé son plan de licenciement, mais a recruté pour accélérer son développement. Voilà, donc ça... Bon, mais tant mieux, tant mieux. En tout cas, elles sont nombreuses encore à ne pas l'utiliser assez, et il faut le dire, et surtout pas y toucher. En tout cas, pour terminer sur cette histoire de cost killer, il faut vraiment dire que les licenciements, ça coûte très cher, ça dégrade le climat social de l'entreprise, ça dégrade l'ambiance, bien entendu, le climat, et puis ça surtout, ça appauvrit l'entreprise par rapport à ce qu'elle a de plus précieux, c'est-à-dire, bien entendu, le capital humain. Et il y avait ici même, il y a une heure de cela, un peu plus, le DRH, Yves Barrault, le DRH du groupe Thales, qui disait « il y a de très nombreuses autres variables d'ajustement dans l'entreprise que l'emploi », et bien entendu, c'est le point qu'il faut souligner. Alors, les priorités se sont inversées. Dans un contexte qu'on a largement décrit encore une fois de récession et de difficulté d'accès au crédit, eh bien, nos clients, les entreprises, elles veulent, 1, survivre, et 2, exister à long terme, c'est-à-dire continuer à innover, continuer à investir. Et pour cela, eh bien, il n'y a pas 36 solutions, il faut dégager du cash et du résultat supplémentaire, ce qui est devenu, et ça c'est nouveau, un impératif prioritaire, celui de réaliser des économies, qui n'est plus un sujet du directeur comptable ou du responsable des ressources humaines, mais qui est vraiment un sujet top prioritaire de la direction générale des entreprises. Et ça, je pense même que ça peut devenir dans les années à venir, peut-être dans les mois à venir, cette notion de réalisation d'économie saine au sens indolore, sur le plan social, un véritable indicateur de bonne gestion des organisations, et peut-être même, on pourrait dire, un indicateur de gestion socialement responsable, puisque, bien entendu, faisant des économies, on préserve l'entreprise et ses emplois. Qu'on donne la parole à Franck Dangeard, qui va essayer de faire un peu plus court que ce qu'on avait prévu, mais ça sera le cas pour tous les intervenants à partir de maintenant, je suis désolé. Globalement, on a débordé, pas spécialement vous. J'aurais, Franck, qu'on parle ensemble des entreprises qui ne sont pas les entreprises nouvelles, les start-up que vient d'évoquer Philippe Bourguignon avec ces exemples assez convaincants, mais celles qui ont dû faire face à des mutations très importantes et qui sont aujourd'hui confrontées à la cannibalisation, peut-être d'ailleurs qu'évoquait Philippe Bourguignon à l'instant. Merci Luc. Oui, j'avais proposé comme sujet à Anne et Luc de regarder comment des entreprises établies pouvaient survivre au nouveau business model. En plus, ça recoupe tout à fait la préoccupation de politique industrielle que Cannes a exposée, donc j'étais très content. Et quand j'ai commencé à m'atteler au sujet, un peu tard, je me suis rendu compte que c'était très compliqué. D'abord parce que les entreprises que j'ai gérées, que j'ai dirigées, étaient des entreprises pour lesquelles il était minuit moins une et en général minuit passé. Je vous les cite, France Télécom, Thomson, Infogrames, qui était en faillite l'année dernière. Et donc l'expérience n'était pas simple à théoriser, si vous voulez. Alors ensuite, je me suis un peu démoralisé, je me suis replongé dans les grands classiques et j'ai relu certains chapitres du fameux livre The Innovator's Dilemma de Clayton Christensen de la Harvard Business School. Et alors, M. Christensen définit le dilemme de la façon suivante. The logical, competent decisions of management that are critical to the success of their companies are the reasons why they lose their position of leadership. Donc, j'étais pas tellement plus avancé. Et je me suis dit comment sur ma propre expérience, comment est-ce que j'ai essayé de résoudre le dilemme de Christensen. Alors je vais vous soumettre, comme on est à l'IEP, je vais vous soumettre 3 études de cas, et puis vous allez peut-être m'aider à trouver une meilleure théorisation de la chose. La première étude de cas, j'aurais pu en prendre plein. France Télécom, qui est au cœur de la révolution numérique et de l'Internet. Deux exemples de modification complète de la chaîne de valeur. D'abord la facturation au forfait, qui détruit complètement l'économie des réseaux. Et ensuite, deuxième exemple, la voix sur IP. La voix sur IP qui, elle, introduit carrément la notion de gratuité dans les télécoms. À partir de ces deux phénomènes technologiques, base technologique, les marchés financiers en ont déduit que le fixe était mort, à peu près en 2002, et ont demandé que France Télécom suive l'exemple de British Telecom et se scinde en deux, le mobile qui allait survivre et le fixe qui allait mourir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Deuxième exemple, Thomson, soumis là aussi à deux éléments.
Premièrement, le passage de l'analogique au numérique. En 2000, pas si ancien que ça, en 2000, 80% de l'activité de ces entreprises était dans l'analogique, des télévisions et des tubes analogiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, Pierre vous expliquerait ça sans doute mieux que moi. La chaîne de valeur analogique et la chaîne de valeur numérique, ça n'a strictement rien à voir. Et donc, comment faire? Et puis, deuxième exemple, une des divisions de ce groupe faisait en 2005 des milliards de DVD, et naturellement, avec la vidéo à la demande et la vidéo sur Internet, tout ça allait disparaître. Les marchés en avaient conclu d'ailleurs deux choses complètement différentes. Dans le premier cas, en 2000, que Thomson est une entreprise de l'Internet, sur des multiples de chiffres d'affaires, et non pas de résultats, et on avait conclu sur le deuxième élément que les DVD étaient morts. Ils annonçaient d'ailleurs en 2005 que les DVD seraient morts en 2010. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient morts, même si naturellement le taux de croissance est devenu relativement plat. Atari, Infogrames était en faillite l'année dernière pour deux raisons très simples. La première, c'est que la distribution physique avait été fortement impactée par la distribution électronique de jeux, et les jeux étant beaucoup moins lourds que la vidéo, ça s'était fait relativement vite. Et puis deuxièmement, ce qui est plus intéressant, le développement des jeux social et casual sur Facebook, sur l'iPhone, sur l'iPad, sur des supports mobiles ou non mobiles, dans lequel la gratuité était le phénomène de base et la monétisation se faisait à travers d'autres éléments comme l'achat de produits dérivés, l'achat de produits premium, etc. Le même phénomène d'ailleurs intervenant sur les jeux massivement multijoueurs, puisque le modèle traditionnel de World of Warcraft, que certains d'entre vous connaissent, et vous pouvez l'avouer, c'est une occupation tout à fait honorable que de jouer à World of Warcraft, c'est sur une base d'abonnement. L'abonnement, ça marche plus. Donc aujourd'hui, les MMO, on appelle ça des MMO, les jeux massivement multijoueurs, sont des jeux gratuits, dans lesquels là aussi la monétisation se fait différemment. Il se trouve qu'aujourd'hui, Atari est sauvé des eaux. Elle est complètement remise sur pied ou sur les rails en 9 mois, et on est complètement dans le modèle social casual et MMO gratuit. Donc, troisième étude de cas. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas? Et d'ailleurs, le chiffre d'affaires ayant été divisé par 3 entre le moment où je suis arrivé et aujourd'hui, c'est-à-dire en un an, la valorisation a augmenté et l'entreprise est profitable. Donc, 3 études de cas qui sont tout à fait réelles, que vous connaissez, je fais appel à des notions simples. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment résoudre le dilemme de Christiansen? Alors moi je pense qu'il y a, c'est pas une chose facile, chaque cas est particulier, mais je pense qu'il y a quatre réflexions, 4 idées. Première idée, il faut tuer la poule aux œufs d'or. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut vendre les divisions ou les activités qui sont au fait de leur génération de cash, quand on est convaincu que des technologies de substitution vont venir. On n'est pas capable de dire quand, mais quand on en est convaincu. Alors c'est très difficile à faire parce que c'est au moment des fins de vie technologiques que les activités sont les plus rentables. C'est à ce moment-là qu'elles génèrent le plus de cash. Et on pense toujours qu'on peut faire une espèce de vase communicant entre le réinvestissement du cash généré par les activités en fin de vie sur les activités nouvelles. La réalité, c'est que c'est extrêmement difficile à faire, et il faut avoir l'idée un peu contre-intuitive de vendre ces technologies, ces activités quand il en est encore temps. 2 exemples. Alors, inversement, on est critiqué pour ça, parce que comme c'est contre-intuitif, comme ça va à l'encontre de l'idée dominante, naturellement, tout le monde vous tombe dessus. J'ai vendu les téléviseurs analogiques de Thomson aux Chinois. Qu'est-ce que j'avais pas fait? J'avais vendu de la haute technologie française à des Chinois. Alors maintenant qu'il n'y a plus de télévision analogique à la FNAC et à Darty, j'en entends plus parler. Mais au moment où où la décision a été prise, c'est une décision qui a été très difficile à justifier. Autre exemple un peu du même type. Alors inversement, quand on est totalement convaincu que malgré les évolutions technologiques, la base du business model peut être maintenue, même si, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai dans un instant, le monde extérieur pense le contraire, il faut tenir bon. France Télécom a tenu bon en 2002, n'a pas vendu son activité fixe, moyennant quoi la capitalisation de British Telecom aujourd'hui est de 10 fois celle de France Télécom et de 10 fois celle de British Telecom. Voilà aussi un exemple tout à fait illustratif de la difficulté de ce genre de choses. Donc première idée, il faut savoir vendre la poule aux œufs d'or au bon moment. Deuxièmement, toujours garder en tête que les marchés financiers vous rendront la vie beaucoup plus difficile que vous ne le souhaitez. Alors ou bien ils réagissent tard et ensuite avec une violence terrible ils changent d'avis, ou bien ils réagissent par anticipation beaucoup trop tôt et d'ailleurs se trompent même sur les évolutions. Alors j'ai à peu près la solution quand ils réagissent trop tard. Ce que je veux dire par là, c'est que naturellement je suis dans une hypothèse de disclosure complète, hein, c'est pas le problème,
mais vis-à-vis des marchés. Mais si vous avez si on a le sentiment qu'une activité va disparaître parce que les technologies de substitution commencent à arriver, mais que le marché ne le voit pas, il ne faut pas hésiter à aller prendre le cash qu'il vous offre. Et moi, je n'ai pas toujours fait ça, et c'est une erreur. Je prends 2 exemples rapides. Après l'implosion financière de France Télécom à l'été 2002, on a fait, 9 mois après, la plus grosse opération d'augmentation de capital au monde, 15 milliards d'euros. L'entreprise n'était pas prête, c'était en plein milieu de la guerre d'Irak, mais le marché avait envie d'investir dans France Télécom, donc on y est allé. Autre exemple, Atari, on a fait une augmentation de capital, qui d'ailleurs est l'une des raisons pour lesquelles le groupe est sauvé aujourd'hui. Alors, on avait tout faux sur papier. J'ai annoncé le jour de l'augmentation de capital le changement de CEO, on l'a fait pendant la période de Noël. L'entreprise n'avait pas de business plan, et en gros, je pensais pas que les marchés pouvaient tenir sur les valorisations du secteur des jeux pendant encore très longtemps. On a fait l'opération. Le règlement de livraison est intervenu, je crois, vers le 10 janvier. Le 15 janvier, Ubisoft sortait son premier profit warning, Electronic Arts. À la fin du mois de janvier, l'opération était impossible. Donc, premièrement, quand le marché est là, prenez-le, même si vous n'avez pas besoin du cash, parce que vous en avez de toute façon toujours besoin. Et inversement, alors malheureusement, j'ai pas de bonne solution quand les marchés sont hostiles par anticipation. Il faut tenir le coup, et il faut surtout avoir un conseil d'administration qui tient le coup. Exemple, France Télécom en 2002, mais là aussi, je pourrais citer d'autres exemples. Troisième idée, ne surtout pas pratiquer la politique de l'autruche, c'est-à-dire il n'est pas interdit de défendre ses business actuels, mais il faut absolument se lancer dans l'expérimentation et conduire en interne, développer en interne des business models qui ont un business model qui est là pour tuer le business model d'autres divisions. Il faut le faire. Je l'ai fait 2 fois, je l'ai fait chez France Télécom quand j'ai lancé, Eric s'en souvient bien je pense, quand on a lancé d'ailleurs, parce que je crois que c'est une entreprise collective, des offres de voix sur IP, alors même, on était en 2003, okay, alors même que l'abonnement traditionnel de France Télécom existe toujours. Alors, ça démarre beaucoup plus lentement qu'on ne pense, et par conséquent, ces offres de voix sur IP nous ont permis de renverser la vapeur en termes de positionnement médiatique et externe, mais en réalité, n'ont pas eu un impact considérable au début. Autre exemple, je vais parler des DVD. On a lancé des activités chez Technicolor, des activités, des business units, qui étaient totalement contraires à l'activité du DVD. Dernière idée, parce qu'on ne peut pas être schizophrène, les acquisitions sont absolument indispensables. Je sais que ça va là aussi à l'encontre des idées reçues, on se plaint des acquisitions, c'est une preuve d'échec, c'est difficile à faire. Il n'y a pas de possibilité de survivre en tant que grande entreprise face au nouveau business model, à mon avis, sans acquisition. Le meilleur exemple, Cisco, 150 acquisitions en 10 ans, Oracle, en 15 ans, 60 acquisitions en 10 ans. Donc, pour conclure, je pense que le dilemme de Christiansen, on peut le résoudre. Alors, on ne le résout pas en prenant des décisions incompétentes et illogiques. On ne prend pas l'exact contraire de ce qu'il a dit. Mais je pense qu'il faut prendre des décisions qui sont risquées, qui sont impopulaires, qui vont à l'encontre des idées reçues, qui sont contre-intuitives. C'est je pense, la meilleure expression possible. John Chambers chez Cisco y arrive, Larry Ellison chez Oracle y arrive. Je pense qu'ils ont aussi de la chance, et la chance est indispensable pour que les grands groupes survivent. Merci. Maintenant à Pierre-Raoul Duval, que je n'ai pas encore nommé. Il est senior partner chez Gilles Loiret-Noël, partenaire de longue date de ces rencontres économiques. C'est donc lui qui va non pas nous dire le droit, mais introduire notre débat. C'est à vous, Pierre. Merci. Rajouter quelques mots d'introduction après l'exposé d'Antero et la manière très remarquable d'avoir planté le décor d'une manière très complète relève un peu de la gageure. Je ferai simplement l'écho de quelques-uns de ces propos, et je ferai en tout cas certainement l'écho de ce que vous êtes tous en train de penser, c'est-à-dire que le prochain business model devrait être un business model air conditionné. Quelques réflexions sur 2 questions qui me paraissent distinctes, mais qui se rejoignent au moins sur 2 points. D'abord sur leur dimension globale et également sur un aspect qui leur est propre, qui est sur une partie cachée du coût qu'ils présentent. Ce sont des questions de durabilité et de gratuité
qui sont toutes deux au cœur d'un certain nombre de modèles, business models, qui sont nouveaux. La question de la durabilité, prise sous l'angle de la protection de l'environnement, n'est pas un effet de mode, comme l'expression qu'utilisait Luc tout à l'heure. Elle est à l'évidence un pilier de notre époque et elle est certainement, pour utiliser un terme juridique, un principe directeur du XXIe siècle. Elle fait évoluer les business models sous la pression du consommateur ou sous la pression de l'approche marketing imaginative, mais également de la régulation, comme par exemple le paquet climat européen, mais parfois encore lorsque la régulation ou les comportements s'adaptent après telle ou telle catastrophe, comme nous en connaissons malheureusement trop souvent en ce moment. Cette question de durabilité, elle se pose à nous plus comme citoyens que comme experts ou acteurs, mais elle se pose aussi pour chaque entreprise qui devra, à sa manière, à son rythme, intégrer de plus en plus le développement durable à son business model. Cela veut dire intégrer la durabilité en amont de la création de la richesse, dans le processus de production lui-même, et non plus, comme c'était souvent la tendance, après coup, pour corriger les effets potentiellement négatifs, voire même dévastateurs, de telle ou telle activité, qu'elle ressorte du tourisme, du transport, de l'énergie ou encore de l'industrie, lorsqu'il y a des dérives. Et de ce point de vue-là, Anne en parlait, le débat sur la taxe carbone reste central. La valorisation de la durabilité et de la protection de l'environnement passe par la valorisation du coût de la pollution au sens large, tant à l'intérieur d'ensembles économiques homogènes et cohérents que vis-à-vis du reste du monde pour égaliser aux frontières les conditions de durabilité. Ici, à l'évidence, nous sommes dans le domaine du global. Mais il faut également reconnaître que le modèle économique intégrant la protection de l'environnement se situe aux antipodes de la gratuité. Il vise en réalité à donner un prix et à faire payer des biens dont nous avions pris l'habitude de bénéficier gratuitement, sans payer le prix d'usage, sans payer le prix des nuisances, sans payer le prix de la rareté. Et cela me conduit à l'autre question, celle de la gratuité. Est-elle globale? Oui, car là encore, toute entreprise doit intégrer cette notion de gratuité. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une gratuité en trompe-l'œil, comme on dit, je crois, dans cette région, on attrape couillon. Quelque chose qui serait gratuit, mais pas donné. Et sur cette question, je dois vous avouer que l'avocat d'affaires reprend le pas sur le citoyen et se demande si nous ne sommes pas devant un énième avatar de la dissimulation des prix, des coûts, des marges, pour tenter de faire passer le mistigris sur d'autres consommateurs que le consommateur direct. Et on retrouve là la question précédente sur le coût de la pollution. Ici, la question est assez simple. Si le client ne paye pas, il faut se poser la question de savoir qui paie à sa place, car il n'existe pas de business model reposant sur la gratuité, même un business model sans monnaie comme le troc. Autrefois, l'économie réglementée servait de paravent pour dissimuler une partie des coûts, pour des services qui étaient en réalité hors de prix, et les faire passer du consommateur vers le contribuable. C'est une grande partie de l'histoire des transports ou de l'énergie avant leur libéralisation. Depuis, on avait assisté au triomphe d'un retour au marché avec le prix comme indice premier, arbitre de la confrontation de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, on constate que l'innovation technologique et managériale s'est accompagnée d'une innovation économique pour faire passer le prix ailleurs, du consommateur du produit vers le consommateur du service qui lui est associé,
du consommateur conscient volontaire, le passager qui achète un billet, vers le consommateur captif, le passager qui boit, qui mange, qui porte ses bagages. Vous vous rappelez même qu'il y avait une tentative de nous faire payer le fond du couloir. Et plus génial encore, par un retour aux vieilles recettes du passé, du consommateur vers le contribuable, comme les low cost que l'on voit se développer grâce aux subventions locales ou régionales. Le fait est que la gratuité en réalité n'existe pas. C'est le modèle change, mais il s'agit toujours de business. Prenez l'exemple d'Apple avec ses appareils et sa boutique iTunes, offrant aux consommateurs un téléchargement payant, alors que beaucoup d'entre nous, beaucoup étaient persuadés que la musique sur Internet était devenue définitivement gratuite. Mais aujourd'hui, parmi les questions, il y a, est-ce durable? Est-ce soucieux du futur de la planète? Est-ce transparent? Est-ce équitable? Comment les nouveaux business models s'accommodent-ils de ces questions de durabilité et de gratuité? Autant de bonnes questions pour les avocats, et certainement pour ce panel auquel je passe la parole. Merci beaucoup. Vous avez peut-être de l'épargne et mon rôle sera peut-être de vous dire quelles sont les parentés des entreprises qui gagnent, et notamment celles qui affichent des nouveaux business models. Donc je dirais d'abord que Patricia Barbizet a raison de dire qu'il n'y a pas de mauvais secteur et que l'innovation est partout. Il y a sans doute 4 facteurs clés qui obligent l'entreprise à bouger, à changer, notamment dans nos pays. Un, d'abord, le primat du libre jeu du marché, et ma voisine en sait quelque chose. Donc ce qu'on peut appeler politique de concurrence ou re-régulation ou dérégulation, avec l'arrivée des nouveaux barbares, domestiques ou pas, venant ou pas de pays émergents. Le deuxième point, c'est la saturation des marchés domestiques, qui donc pour certains secteurs signifie la fin de l'hyperconsommation, la fin du superflu comme ça a été indiqué, et le fait qu'on polarise tous les marchés entre low cost et premium, et si on est en in-between, eh bien on meurt. Je donnerai quelques exemples. Troisième point, c'est la compétitivité, la nécessité donc de croissance ou d'être en concurrence avec des acteurs venant des pays émergés ou de croître sur ces pays dits émergés qui nécessitent de s'adapter et de ne pas reproduire les mêmes structures. Globalement, ce qu'on observe, c'est surtout le basculement des entreprises vers une économie des solutions. Je développerai ce point rapidement. Les produits sont multifacettes, ça a été dit par plusieurs intervenants. Et puis l'autre point important, c'est que l'économie du web ou du numérique n'est pas si différente du reste, mais elle radicalise toutes les pratiques. Elle les radicalise parce que le temps est rétréci, l'espace aussi, et que l'élasticité de la demande est impressionnante. Et si en plus on vend un modèle dit gratuit, mais on vend autre chose, eh bien la réponse de la demande est immédiate et très forte. Alors les nouveaux business models, en fait, rien de nouveau sous le soleil, c'est souvent des modèles d'imprimantes et de consommables, de cafetières et de capsules. C'est le modèle des ventes liées, on ne sait pas trop qui in fine va payer, où on va payer, c'est le choix du positionnement des entreprises. S'il y a un point commun, c'est le primat aujourd'hui de la valeur d'usage. Et donc derrière la valeur d'usage, bon, c'est dire certes écouter le client, c'est l'économie des solutions. Alors ce qu'on appelle l'économie des solutions, ça peut s'illustrer par la différence aujourd'hui béante entre Apple et Nokia. Apple, bon, l'iPhone, c'est pas complètement uniquement un téléphone, c'est aussi une boussole, c'est un baladeur, c'est un guide de restaurant, c'est une clé numérique pour ouvrir sa voiture ou sa porte d'hôtel, etc. Et c'est vrai que Nokia, aujourd'hui, ne semble vendre que des produits. Et je crois que toutes les entreprises, aujourd'hui, essayent d'avoir des produits à facettes plurielles et des produits services. Et ça a des conséquences, on verra plus loin en termes d'organisation. Deuxième point, ça a été dit, mesurer les résultats, c'est qu'il faut un objectif de résultat, clairement, plutôt que céder des droits de propriété. Donc ça a bien été dit sur la voiture, mais donc en fait, objectif de résultat, bien sûr, quelquefois, c'est très marketing, c'est apprendre à bien manger, c'est l'Alicamande de Danone, c'est peut-être le centre où on se rend en Arizona ou à Tucson, je sais plus. On ira peut-être. Donc c'est basculer en fait le marketing et le produit ou le service de l'avoir vers l'être. Et c'est très difficile, disons, à faire si on ne veut pas tomber dans l'inexistant. Le troisième point,
c'est le fait que tous les marchés et tous les offreurs doivent choisir entre ultra premium et low cost. On voit beaucoup de succès dans le low cost. Alors on peut citer des acteurs aussi différents que Bourbon dans l'offshore continental. Hein, je ne vais pas le développer, mais c'est le EasyJet de l'offshore. EasyJet est disons un exemple remarquable. Hein, 15 salariés pour gérer tout le deal management sur 400 routes. Tous les personnels navigants rentrent chez eux le soir, contrairement à Air France. Il y a 200 Airbus A320, donc chaque pilote peut être remplacé par un autre. Et bien sûr, on ne fait que des allers-retours, il n'y a pas de correspondance. Et la formation des pilotes est aisée, puisqu'on n'a pas besoin de leur apprendre et que les contrats de travail sont les mêmes. Alors entre les longs courriers, moyens courriers et courts courriers, chez Air France, c'est une vraie salade. Et puis, par ailleurs, aussi sur EasyJet, contrairement à Ryanair, où on est quand même dans des grands aéroports. Et bien sûr, bien évidemment, on est resté très rentable, même en période de crise, et on a des taux de remplissage qui sont 15 points supérieurs à ceux d'Air France. Alors, dans le même moment, dans la même décennie, Ryanair et EasyJet se sont fortement développés. Les acteurs entre les deux ont dû se rapprocher. Mais le marché des jets privés, alors là très cher, a explosé, même encore plus fort que le marché du low cost. Donc on voit bien donc on a un peu tout et son contraire. Hein. Ça a été dit par Madame Tyson hier, en parlant de l'emploi aux US. Il y a les salaires des petits boulots et puis il y a les très hauts salaires qui progressent très très vite. Et entre les deux, la classe moyenne disparaît. Donc ça conduit aussi à polariser ces marchés de consommation. Et ces pratiques aussi se voient dans le B2B. Dans l'économie numérique, bon, je dirais que là, le vrai débat, c'est pas gratuit et payant, c'est plutôt système ouvert et système fermé. Alors, Apple a raté son coup face à IBM et Windows. On verra s'il réussira face à Android et Google, entre un système fermé qui est très addictif, mais qui est fragile parce que les régulateurs n'aiment pas, et puis les consommateurs, in fine, se lassent. Donc, il faut sans cesse renouveler son innovation. Et puis donc là aujourd'hui, aux États-Unis, se vend en plus de téléphones en plateforme Android gratuite, hein, montée par HTC par exemple, ou bien Motorola, qui n'ont pas à payer le développement que de iPhone. Alors il est clair que l'économie numérique elle a un avantage et très fort qui a été souligné pour les PME, c'est ce qu'on appelle l'option prix zéro. Donc en fait, si les produits sont pluriels, on peut décider de rendre gratuit une des facettes du produit et on obtient donc une demande très forte et on fait payer tout le reste. Alors bon, on l'a vu dans l'aérien, on le voit aussi dans le numérique et dans le digital de manière plus complète, parce que dans l'aérien, on paye quand même au moins 35 €, 40 € sa place, mais si on veut un plateau repas, si on veut réserver, disons d'une certaine manière, le bagage, tout ça coûte très cher et puis il faut surtout revenir de Beauvais et ça coûte aussi assez cher de revenir de Beauvais parce que si on vit à Paris. Bon, donc globalement, l'Internet, c'est plutôt une radicalisation des pratiques et un combat aussi entre les systèmes fermés et les systèmes ouverts. Et puis pour conclure, je dirais que derrière les business models gagnants, il y a surtout des reconfigurations majeures d'entreprises et on retrouve là aussi des parentés dans les entreprises qui réussissent. Il y a un combat entre le keep it simple des nouveaux barbares qui sont très lean comme EasyJet et puis des grands groupes qui veulent survivre, qui veulent continuer à croître et qui ont l'obligation d'être dans les obligations très complexes. Alors, soit elles ratent comme Unilever, soit elles réussissent comme Procter & Gamble ou Cisco. Alors, les recettes, comment les repérer? D'abord, ce sont les entreprises qui cassent les hiérarchies. C'est ce qu'on appelle le travail collaboratif. Dans ces organisations, on a une forte mobilité du personnel, les parcours sont organisés et on ne reste pas encrouté dans un métier, dans un marché géographique. On a très clairement là aussi un jugement des performances qui n'est plus individuel, mais qui est lié à votre qualité d'intégration dans la matrice, hein, on pourrait presque dire. Maintenant, bien sûr, ça a des conséquences. Hein. Chez Cisco, la mise en place d'une telle organisation, ça a signifié que 20% des cadres moyens ou supérieurs ont jeté l'éponge. Chez Procter & Gamble, 50%. Donc les petits chefs ou ceux qui ne souhaitent pas changer, c'est pas toujours si simple de changer, les contrôleurs de gestion ont disparu. Et on a en général dans ces organisations deux patrons, un patron, ce qu'on appelle le line boss, et puis le functional boss. Donc c'est quand même assez compliqué. Donc il faut des outils derrière, de CRM, de téléprésence, c'est le cas chez Cisco, c'est aussi son métier et son axe actuellement, et un recours aux technologies Internet, globalement. Donc c'est un des moyens de repérer, disons, des entreprises gagnantes. C'est ce qu'appelle Léo Apothécaire à l'instant les business models écartés, hein, puisqu'il faut s'adapter à des dimensions complexes, être local, suivre ses grands clients, faire du sur-mesure, ça veut dire travailler en mode projet, et c'est vraiment pas à la portée de toutes les entreprises.
Alors pour conclure, je parlerai moi aussi un petit peu de nous, le Crédit Mutuel, après tout, comme les autres. Je veux dire que bizarrement, les entreprises coopératives ont peut-être une chance dans cet environnement parce que le patron, c'est le client, à condition qu'elles aient des outils modernes, clairement. Et je dirais que sans être complètement aligné sur cela, le Crédit Mutuel est un peu comme ça, puisque en fait aujourd'hui on vend certes des produits bancaires, mais on vend de la téléphonie mobile qui sert aussi de terminal de paiement pour éviter que les opérateurs télécoms nous prennent ce business ou que les distributeurs nous prennent ce business. On est numéro 1 de la télésurveillance, donc on vend de l'assurance avec des codes sur l'habitation et puis on obtient plein d'informations sur nos clients, bien évidemment. Voilà.